pour nous permettre de travailler et d'apporter des réponses. Sauf que depuis ce matin, depuis quelque temps, grosso modo, nos conventionnels écoutent nos divergences, s'aperçoivent que finalement, les uns et les autres, on a des positions parfois contradictoires, etc., etc. Mais en tous les cas, c'est au prisme de quelque chose que nous ne souhaitons pas. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas venus là pour ça. Nous sommes venus pour travailler sur des propositions qui sont à débattre et pas rester dans un schéma où on s'auto-félicite groupe par groupe et où on se distribue des bons points ou des mauvais points comme l'a fait un élu il y a quelques instants, ou pour donner des bons points, etc., aux uns et aux autres. Donc des réflexions pertinentes. Nous, ce que nous retenons globalement pour poser le cadre, nous sommes dans des politiques publiques qui sont dans des ambitieuses, donc ça ramène à la notion de politique publique. Nous sommes dans des notions d'utilité publique urgentes, et ça nous ramène aussi à des notions, pour le coup, de démocratie et de partage. Nous sommes sur des concepts de bien commun, nous sommes sur des concepts de justice sociale, d'acceptabilité sociale, et bien évidemment, au bout du bout, nous parlerons de moyens, de fléchage de moyens et de budget. C'est-à-dire qu'est-ce que nous mettons effectivement en œuvre rapidement. Et ce ne sont pas, excusez-moi, les derniers débats sur la ZFE qui nous permettent de penser que nous sommes totalement dans ce cadre-là. Il y aura beaucoup à dire sur un certain nombre de sujets. En tout cas, ce qui nous préoccupe, c'est comment nous emparons de toutes ces questions posées par nos concitoyennes et concitoyens, qui sont pertinentes, comment nous les mettons en œuvre ou pas, puisqu'il faut savoir aussi parfois dire non. Dans nos propos et dans mes propos, aller jusqu'à dire « ayez le courage, messieurs et mesdames les élus, de mettre en place des mesures qui sont impopulaires ». Moi, j'y mettrai un bémol. Pierre Labrier l'a dit tout à l'heure, je le redis. Nous ne sommes pas des farouches partisans des mesures impopulaires à tout crin, et l'histoire des 64 ans, elle nous reste un petit peu en travers de la gorge et on ne voudrait pas être jusqu'au-boutiste, comme certains le sont, sur des mesures que nous qualifions de ne pas entendables. Donc l'acceptabilité et le courage, il a aussi ses limites, et nous ramenons ça au concept de bien commun et de justice sociale. Voilà. Donc mettons-nous au travail rapidement, on l'est déjà, mais on s'est un petit peu perdu, un peu égaré. Merci. Diane Agdou. Merci, Monsieur le Président. Je précise en préambule de mon intervention que j'interviens en mon nom personnel. Chers collègues, oui, il y a des urgences. 40% des ménages sautent un repas par jour et peinent à payer la viande et des légumes à leurs enfants. Certains vont vous le rappeler le 1er mai. Une organisation internationale, parmi d'autres, prétend sauver la planète. C'est l'OTAN qui a fait de la lutte contre le climat une priorité et qui programme des milliers de milliards de dollars de dépenses pour des armes de destruction massive en concurrence et connivence avec d'autres puissances impérialistes. Beaucoup la soutiennent ici dans cette œuvre désastreuse humanitaire. L'écologie par les armes. Oui, il y a urgence pour les grands capitalistes et les milliardaires à résoudre leur crise économique, financière et monétaire en spoliant les travailleurs, en écrasant les libertés des peuples et les libertés individuelles. Les autorités de notre métropole n'entendent pas être en retard sur un modèle mondial de limitation des droits et libertés. Et l'hypocrisie s'orchestre partout de la même façon. Combien de dizaines de milliers d'euros pour nous expliquer, répéter exactement les dogmes du capitalisme vert. D'autres ont tenté d'obtenir une approbation populaire. À Berlin, par exemple, sur le sujet absurde d'avancer de 15 ans la neutralité carbone, un référendum a été organisé. 18% de pour, 18% de contre, malgré des centaines de millions d'euros mobilisés par des philanthropes actionnaires de sociétés qui font payer du vent. Les pauvres, la périphérie, ont massivement voté contre. Les branchés du centre-ville qui ont 1 kilomètre à faire en vélo pour rejoindre leur club et ceux qui placent leurs affaires à Singapour ont massivement voté oui.
J'ai choisi mon camp parce que je suis communiste et donc écologiste. C'est celui des travailleurs, du peuple et des libertés. Bons élèves, les édiles métropolitains suivant leurs experts qui suivent le dogme entendent créer une police spécialisée dans l'environnement, endoctriner les écoliers. On est loin des babacools, on est plus près du fascisme. Je suis totalement pour le vélo, mais pour toutes les personnes suivant leurs conditions, leur situation géographique, le type de déplacement ne pourront l'utiliser à chaque fois. Oui, communiste, je me bats pour le développement des transports en commun. Pour d'autres, cela passe par la privatisation, la déshumanisation, la docilité aux règlements de l'Union européenne du capital. Il n'y a pas de gratuité des transports, il y a à savoir qui paye, à améliorer le service public, à le maintenir vivant, humain. L'écologie, c'est ça. À chacun de choisir ce qu'il mange et fait manger à ses enfants. Je respecte les végétariens, mais notre collectivité, au nom de l'écologie, n'a pas à éliminer la viande, le poisson et les œufs de nos menus. Il ne faut pas supprimer, mais consommer de manière raisonnée. Écologistes, ceux qui veulent nous faire manger de la farine d'insectes mélangée à des produits pharmaceutiques, ceux qui veulent nous faire manger de la viande synthétique, ceux qui liquident nos filières agricoles derrière le cache-sexe des circuits courts que je valorise. Les mêmes qui nous restreignent dans nos vies domestiques approuvent la spéculation organisée par l'Union européenne et les marchés mondiaux sur les prix de l'énergie, la rentabilité forcée d'éoliennes qui tuent la faune et les paysages, brassent de l'air, gâchent des matières premières, ne sont pas durables et ne tournent que s'il y a du vent. Je suis écologiste, d'autres non. L'ensemble de la philosophie du projet qui nous est imposé relève de la docilité au dogmatisme des oligarques du capitalisme mondialisé. Je ne ferai pas partie de ceux qui croient assurer une petite carrière dans le suivisme du dogme. Je refuse l'endoctrinement dans les écoles, dans les universités, dans les médias, dans les institutions qui veulent nous culpabiliser pour nous restreindre individuellement. À propos, le CO2 est un gaz vital pour la planète. Ce n'est pas parce qu'une hypothèse est répétée 1000 fois par des experts appointés qu'elle devient vérité. Les changements climatiques ont toujours eu lieu, à l'échelle de millénaires, mais aussi de décennies. Il faut les anticiper et les préparer, plutôt que cultiver l'alarmisme et des néo-religions apocalyptiques. Plutôt que s'en servir pour asservir nos peuples, écraser nos vies et nos libertés fondamentales. Merci de votre attention. Merci. La parole est à Pascal Clouer pour quelques instants de synthèse. Non, Monsieur le Président, ce n'est pas une synthèse, c'est simplement quelques réflexions qui me viennent comme ça à chaud par rapport à ce qui a été dit, notamment dans les rangs, parmi les rangs de l'opposition, bien sûr. Voilà, car chacun sait ici que 100 personnes, notamment sur la question de la représentativité, chacun sait ici que 100 personnes, Spini, ne peuvent pas représenter la complexité des 450 000 habitants de la métropole, c'est évident. Par ailleurs, les citoyens que le hasard a désignés qui sont ici n'auront pas, eux, à répondre, contrairement à nous, de leur choix devant leurs concitoyens. C'est la raison pour laquelle l'idée de leur confier un pouvoir de décision ne fait pas sens. Je rappelle que c'est nous, mes chers collègues, aujourd'hui, qui décidons ou non de leurs propositions. Sur la question de la représentativité, encore, de 100 personnes par rapport à celle du territoire, il ne faut pas confondre délibération, c'est-à-dire l'acte de débattre de manière éclairée, et participation. Si vous associez 450 000 habitants à un exercice qui vise à apporter des informations, de l'expertise, à débattre, à argumenter, à trouver un consensus, dans des situations complexes, ça ne peut pas relever d'un dispositif de masse. Autrement dit, plus le nombre est élevé, moins l'exercice de la délibération est possible. Je rappelle quand même, parce que ça c'est un objectif fort, que ça a été dit plus ou moins de manière en creux, l'objectif de la Convention, c'est la recherche du consensus. C'est la recherche d'un consensus le plus large possible. Enfin, la question de la représentativité d'un panel face à la représentativité des élus. Parce que si on parle de représentativité, mes chers collègues, il faut aussi questionner la représentativité des élus. Prenons un exemple simple, ultra simple. Il y a 50% environ de femmes dans la population. Combien sont-elles ici dans notre conseil ?
si on parle de représentativité. Regardons un peu les choses. Autre problème qui a été soulevé dans les débats, les personnes qui n'ont pas souhaité participer, parce qu'elles ont été appelées au sort, à l'eau, je ne veux pas souhaiter participer, ce qu'on appelle une sorte de biais de participation. Mais la question se pose de la même manière pour les citoyens qui n'ont pas voté pour nous, ceux qui ne se sont pas déplacés aux élections. Pour autant, l'élection n'est pas obligatoire en France. Autrement dit, cette question de représentativité qu'on va pouvoir poser sur les citoyens tirés au sort dans cette logique de mini-public, on peut la poser aussi sur la question de la représentativité des élus, et c'est bien normal. Je voulais poser aussi et réagir, parce que j'ai bien entendu les questions de gouvernance qui ont été posées notamment par Jean-Damien Mermillon-Blondin et d'une certaine manière la position de Dominique Escarron, une position que je trouve responsable, mais en réalité ultra exigeante. On y répondra, cher Dominique, dans la dernière délibération, qui est la délibération de suivi et d'évaluation des politiques publiques qui seront mises en place. La question de la sincérité, c'est-à-dire du passage d'un discours écologiste, Damien, je reprends son vocabulaire, soi-disant préempté en quelque sorte, c'est comme ça qu'il le qualifie, à un discours de la contractualisation qui engage toutes les parties. C'est une question politique importante, c'est une question politique majeure. Ces questions sont devant nous en réalité, mes chers collègues. Et elles vont nous obliger, d'une certaine manière, à court, moyen ou long terme, à trouver des méthodes qui permettent de créer ce large consensus. Condition nécessaire à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce consensus, nous ne le trouvons pas toujours ici en Conseil, je le reconnais, parce que le consensus passe par une étape de délibération qui ne fait pas partie de notre organisation, qui ne fait pas partie, d'une certaine manière, de la culture institutionnelle en France. Une organisation nationale, locale, même, qui a un petit côté culture jacobine. Et c'est vrai, il y a un côté girondin dans la Convention citoyenne pour le climat. Il faut le dire. Mais cette question de transition de la culture de gouvernance, ces questions sont devant nous. En attendant, la Convention est, en tout cas pour nous, a été un moyen d'atteindre ce consensus. Merci. Nous arrivons au bout de cette première délibération qui n'est pas mise aux voix et nous allons désormais passer à la seconde, entrer dans le vif des sujets, même si beaucoup de choses ont déjà été dites et extrêmement intéressantes. Merci en tout cas à vous pour vos interventions. La deuxième délibération concerne l'examen des propositions relevant de la Convention concernant la thématique agriculture et alimentation. Et je laisse la parole à Cyril Pléné qui présentera la synthèse au nom des vice-présidentes et des vice-présidents concernés ce matin. La parole est à Cyril Pléné. Merci, Monsieur le Président. Chers conventionnels, chers élus, bonjour à tous. Les conventionnels nous invitent à travailler sur 9 leviers prioritaires. Ces 9 leviers sont la diminution de la consommation de viande, l'augmentation des produits issus de l'agriculture biologique ou agri-écologique, le développement des circuits courts de proximité, la diminution de l'utilisation des engrais chimiques, la favorisation de l'accessibilité des produits issus de l'agriculture durable pour tous, la diminution des boissons en bouteilles plastiques en favorisant la consommation d'eau locale, la réduction du gaspillage alimentaire du champ à l'assiette, la facilitation de l'installation des agricultures et le soutien à l'agriculture vivrière. Et pour finir, le dernier point, c'est l'aménagement du territoire pour favoriser l'agroécologie. Il est important de dire que l'ensemble des propositions de la Convention citoyenne vont dans le sens des actions qui sont déjà programmées au niveau de la métropole, de sa stratégie agricole et alimentaire. En effet, la métropole considère depuis le début de sa compétence agricole comme prioritaire la protection des espaces, comme prioritaire également le maintien et le renouvellement des exploitations. La relocalisation de son alimentation est essentielle, tout comme le développement des filières territoriales avec des pratiques agro-environnementales et
l'accès à une alimentation de qualité. La métropole est une terre d'agriculture puisqu'elle possède 10 000 hectares d'espace agricole, soit 20% de sa surface, 220 exploitations pour 235 agriculteurs. Et pourtant, ce n'est que 2% des besoins alimentaires des métropolitains qui peuvent être produits sur notre territoire. Le chiffre monte à 40% lorsqu'on est à l'échelle du PAIT et à 97% si on utilise les surfaces et les agriculteurs installés au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce potentiel nourricier est de plus en déclin puisque il est prévu une augmentation de la population et en même temps une réduction du nombre d'agriculteurs. Alors, si l'activité agricole reste marginale dans la production des émissions à effet de gaz de serre, puisque ça représente environ moins d'1% des émissions, l'alimentation importée représente, elle, plus de 18% de l'empreinte carbone de l'alimentation des habitants de la métropole. Pour agir, n'empêche que même si les émissions carbone produites par l'agriculture restent faibles par rapport à d'autres, bien entendu, il est nécessaire d'agir sur cette thématique comme sur toutes les autres. L'effort est à produire de la même façon. Donc, en ce qui concerne les leviers prioritaires sur lesquels nous devons agir, nous avons en premier lieu la diminution de la consommation de viande. Il est donc proposé d'adosser les objectifs qui ont été définis dans le travail et la feuille de route du PAIT et qui consistent en la maxime du moins mais mieux de viande. Ce principe est au centre du régime le flexitarien qui devrait concerner 60% de notre population à l'échéance 2050. Les régimes végétariens, quant à eux, devraient parvenir à atteindre 30% de notre population et on devrait parvenir à n'avoir plus que 10% de gros consommateurs de viande. Cette évolution des habitudes alimentaires induit d'une part la confortation de l'élevage extensif sur notre territoire et notamment sur nos territoires de montagne et aussi de limiter la consommation de produits carnés hyper transformés et issus des élevages agro-industriels. Ces changements d'habitude alimentaires demandent à être accompagnés et d'ores et déjà il existe des actions comme le mois de la transition alimentaire qui se déroule au mois de septembre et qui en 2022 a concerné 170 événements sur notre territoire. La métropole mobilise aussi les acteurs privés et publics de la restauration collective avec des accompagnements renforcés auprès de ces communes et également agit sur le secteur privé comme par exemple dans le cadre du pacte économique local qui vise à sensibiliser l'ensemble des entreprises et des restaurateurs du territoire sur la végétalisation des menus, l'utilisation des produits de saison et bio ou locaux. De plus, la sensibilisation des habitants à préférer l'eau des robinets pour éliminer les contenants plastiques est d'ores et déjà dans la feuille de route de la métropole. La métropole est aussi engagée dans la réduction des déchets alimentaires et cela sera présenté plus tard dans le cadre d'une autre délibération. La métropole est aussi engagée depuis de longues dates dans la protection des espaces agricoles et également du maintien et du renouvellement de ces exploitations. Et elle utilise l'ensemble des outils disponibles à sa disposition, comme les PAEN, comme les interventions foncières par les préemptions,
de la SAFER notamment, mais également elle peut aller jusqu'à l'acquisition lorsque des terres se trouvent trop menacées. On a un important enjeu sur notre territoire par rapport au renouvellement des exploitations, puisque dans les 10 prochaines années, ce sont à peu près la moitié des agriculteurs du territoire qui seront à renouveler. Et si cette situation est un point de fragilité, elle est aussi un levier pour agir sur le renouvellement des exploitations par rapport aux besoins spécifiques de production alimentaire de notre territoire, et aussi pour accompagner les futures installations au changement climatique et au déploiement des pratiques culturales plus vertueuses. La métropole s'engage aussi à travailler sur une solution qui mobiliserait le financement public et privé, donc privé des citoyens, pour accompagner la création d'exploitations. Et bien entendu, nous nous engageons à aller un peu plus loin sur notre appel à projet qui permet d'aider les agriculteurs à l'installation, mais aussi à leur investissement pour conforter l'ensemble des pratiques vertueuses. En ce qui concerne la réduction des traitements phytopharmaceutiques, il est proposé de sensibiliser l'ensemble des producteurs à modérer cet usage de produits de synthèse, et également de favoriser les cultures qui sont peu consommatrices en eau. Nous avons déjà déployé des aides pour faciliter l'installation de systèmes d'irrigation plutôt économes en eau, mais aussi des systèmes d'économie d'énergie ou encore le déploiement d'énergie renouvelable. La métropole va réfléchir sur la mise en œuvre d'un dispositif assurantiel pour prévenir les risques techniques et économiques liés au changement de pratique des agriculteurs pour aller vers des pratiques plus résilientes. Nous aurons bien sûr aussi toute une poursuite de notre travail sur le développement des circuits de proximité, puisque la métropole dispose déjà de 99% de marchés qui se tiennent chaque semaine, dont 11 sont en biologique, avec 21 qui ont essentiellement des produits locaux. La métropole aussi s'engage sur l'ensemble des systèmes de distribution dédiés aux produits locaux comme aux produits bio, à travers les AMAP, les réseaux de paniers, la création de magasins de producteurs. 4 sont présents déjà sur notre territoire. Dans le cadre de sa politique d'économie sociale et solidaire, la métropole accompagne un grand nombre d'épiceries locales, bio ou en vrac, dans le cadre de son intervention. Bien entendu, nous soutenons également le pôle agroalimentaire et la marque Isère, qui est une marque responsable, équitable et qui permet de valoriser l'ensemble des produits fabriqués et cultivés sur le département de l'Isère. Et ensuite, dans le cadre du PAIT, sur une échelle un peu plus élargie, la métropole participe très activement à une réflexion menée sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire à des dispositifs qui permettraient d'améliorer la prise en compte et l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Il est à rappeler que la métropole agit en fait dans le cadre de ses compétences, puisqu'elle a la compétence d'aménagement de son territoire, mais aussi de valorisation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et elle agit également dans le cadre de la promotion et de la valorisation du développement de son agriculture.
Néanmoins, elle ne peut pas intervenir sur certains secteurs et pour faire simple, deux sont concernés, notamment la réglementation en matière d'usage de produits de synthèse. Ça ne relève pas de sa compétence. Et également l'encadrement des prix sur des productions, des producteurs sur les marchés ou en magasin. Mais n'empêche que sur les 33 actions proposées dans cette thématique par les conventionnels, aucune n'a été rejetée. 8 ne relèvent pas de la compétence métropolitaine et seront transmises aux autorités compétentes. 5 sont traités dans cette délibération et vont être suivis sur et on va y revenir dessus un peu plus tard parce qu'ils concernent plutôt les sujets de consommation, de loisirs et de déchets. 4 sont à étudier et à démarrer, et 24 sont déjà en cours et seront poursuivis et même parfois renforcés. Donc, à l'issue de cette présentation, il convient de prendre acte des 9 leviers et des 33 actions décrites à l'instant, et qu'ils sont de renforcer notre action pour une agriculture et une alimentation durable, et à présenter prochainement une nouvelle délibération cadre pour renforcer notre action, à conforter notre politique foncière, le développement de filières pour les producteurs et les consommateurs, à soutenir l'adaptation des exploitations au changement climatique et à accompagner la réduction de consommation d'énergie, d'eau et d'intrants de synthèse, et également de définir dans le cadre du PAIT des actions concrètes. Mais il s'agit aussi d'informer les communes sur leur possibilité de développer des filières de protéines végétales, de rendre attractifs les menus végétariens, de proposer dans leur cantine scolaire l'utilisation de 90% de produits biologiques, de développer les possibilités de jardinage de loisirs, mais aussi de favoriser l'implantation de marchés de producteurs bio dans l'ensemble des quartiers, notamment dans les quartiers populaires, d'aller vers la plantation de haies pour réduire l'évaporation et favoriser le remplissage des nappes phréatiques, mais aussi pour constituer des abris de biodiversité, d'aider les apiculteurs à s'installer, et également de saisir le département et la région sur le développement des filières territoriales également, sur l'accessibilité aux produits bio et aux produits locaux au sein de ces cantines. Il s'agit aussi de mandater le président à porter des plaidoyers auprès de nos parlementaires européens et nationaux, notamment pour inscrire la transition alimentaire dans le plan nutrition santé et de lever les freins réglementaires concernant l'agriculture biologique, l'accompagnement au changement de pratique, également pour lever les freins pour supprimer les intrants agricoles à l'horizon 2050 et pour permettre aussi à chacun des consommateurs d'être informés sur les aliments qui ont les plus forts impacts sur le changement climatique. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération? Christophe Reville. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, quelques mots à mon tour pour remercier les conventionnaires pour leur travail et leurs propositions. Ils ont trouvé, je pense, un juste équilibre entre l'audace et la sagesse. L'audace qui vise à nous pousser à aller plus loin, à accélérer nos actions en faveur du climat, et aussi la sagesse qui va d'ailleurs souvent de pair avec le bon sens et qui nous invite à bien mesurer les incidences de nos actions, notamment en matière d'acceptabilité sociale,
qui tient compte de la faisabilité des actions en fonction des partages de compétences et parfois des évolutions nécessaires en matière de réglementation. Alors pour ce qui concerne cette thématique de l'agriculture, d'abord je voudrais pas qu'on la déconnecte totalement de la thématique numéro 7 sur les actions économiques, parce que je veux rappeler que l'agriculture est aussi et avant tout une activité économique à part entière. Une exploitation agricole est une entreprise à part entière et un agriculteur est un entrepreneur. Alors je suis heureux, Madame la Vice-présidente, que cette thématique soit la première qui nous donne enfin l'occasion d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Le sujet est important. Le premier levier d'action, la Convention l'a très bien pointé, c'est la question du foncier. C'est aussi le cas sur d'autres thématiques, on aura sans doute l'occasion d'y revenir plus tard. On connaît la tension foncière qui règne dans notre métropole, les conflits de priorité auxquels nous sommes confrontés en tant que maires quand il s'agit d'occupation des sols. Nous avons la nécessité de trouver du foncier pour les infrastructures et les équipements publics, pour le logement, pour les zones d'activité. Et il faut évidemment que nous accordions enfin une grande importance aux zones agricoles qui portent cette activité économique, et même bien plus que cela, puisque l'agriculture dans nos zones géographiques, c'est aussi un synonyme de production de proximité, de produits de qualité, vous l'avez dit, et de circuits courts. Et puis en matière d'aménagement du territoire, l'agriculture est aussi synonyme de zones de respiration sur des secteurs qui sont parfois très denses. Alors on voit naître dans certains pays des immeubles agricoles, et j'espère ici que nous partageons tous cette idée que c'est une aberration et une perspective à laquelle nous ne devons pas nous résigner. Ces enjeux, il faut donc tous les porter avec conviction, puisque à ce jour, notre métropole arrive bien après la 10e place au rang des métropoles agricoles, et on ne peut pas s'en contenter. L'enjeu, vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, est d'autant plus important que dans notre métropole, de nombreux agriculteurs, plus de 5 sur 10, 6 sur 10 presque, ont plus de 50 ans, et nous devons absolument sécuriser leur remplacement, tout autant que favoriser l'installation de nouveaux exploitants. Pour cela, il n'y a qu'une solution. Il faut sanctuariser les zones agricoles et développer les surfaces agricoles utiles. Et je fais bien la distinction entre les deux. Je parle bien de surfaces agricoles utiles parce que nous connaissons tous dans nos communes trop souvent des terres classées comme agricoles au PLUI, mais inexploitées, car les propriétaires ne souhaitent pas les mettre à bail dans l'espoir de les voir très vite devenir des zones urbanisables. C'est contre cette pression foncière, ce chantage foncier, que nous devons envoyer un message très clair. L'outil des PAEN est un très bon outil. Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains peuvent apporter un cadre très concret à notre action publique, venant compléter le SCOT et notre PLUI. 9 communes de la rive gauche du Drac et du piémont du Vercors travaillent actuellement, et je peux vous dire que nous aboutirons en ce sens d'ici la fin de l'année pour une véritable ambition de cohérence de territoire. Je vais également évoquer avec vous l'objectif, avec ces PAEN, d'obtenir une protection pérenne des zones agricoles sans limite de temps. Parce que chaque révision de nos documents d'urbanisme donne un espoir, et je crois qu'il faut envoyer un message encore une fois très clair. C'est à ce prix que nous enverrons ce message sans équivoque et que nous donnerons des perspectives d'avenir aux exploitants agricoles en leur assurant l'avenir de pouvoir développer des filières de proximité de qualité. C'est d'ailleurs le sens des propositions de nos conventionnaires et nous nous en félicitons. Ça ne doit pas faire oublier, je le répète, l'extrême tension foncière qui règne dans notre métropole. Peut-être que le législateur aurait été bien inspiré de créer l'équivalent des obligations SRU pour ce qui concerne les surfaces agricoles. C'est un peu l'objectif du ZAN, encore très imparfait. Un mot sur la proposition concernant la diminution de consommation de viande. Madame la vice-présidente, je suis heureux de voir que vous ne l'avez pas présentée comme prioritaire, prenant pas mal de précautions oratoires, évoquant le fait d'aborder la question en évoquant le moins et le mieux de viande. C'est bien tout l'objectif. Notre territoire, je le rappelle, est un territoire souvent de montagne, où les éleveurs sont nombreux, ils sont vertueux et ils doivent être soutenus. C'est d'ailleurs tout le cadre du pôle agroalimentaire qui défend la consommation raisonnée de viande de qualité. Notre soutien aux abattoirs du Fontanil, en ce sens, est essentiel et doit le rester. Et puis, je veux également évoquer ici, en matière d'alimentation, le soutien nécessaire aux communes qui font le choix, dans leur cantine scolaire, d'avoir des cuisines centrales, des cuisines intégrées, sans faire appel à des grands groupes
parce que c'est un levier qui doit être soutenu, peut-être davantage, par notre métropole. Sur nos territoires de la rive gauche du Drac, on est plusieurs communes, une dizaine de communes, à faire appel à la SPL Vercors Restauration. C'est compliqué. Il ne faut pas se le cacher, c'est difficile de trouver des filières d'approvisionnement fiables et je pense que la métropole doit nous aider, doit aider les communes qui font ce choix. Merci. Merci. La parole est à Dominique Spini-Alim. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais faire une petite remarque à Monsieur Clouer. Quand il s'adresse à moi en parlant d'une intervention, je m'appelle Dominique Spini ou Madame Spini, mais pas Spini, Monsieur Clouer. Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne la délibération 2, je trouve invraisemblable ces objectifs chiffrés pour l'évolution des pratiques alimentaires, fixés à 30% de végétariens, 60% de flexitariens, maximum 3 repas avec 170 grammes. Voilà, la précision et de rigueur. 170 grammes de viande par semaine, 10% de gros mangeurs de viande à l'horizon 2050. On est encore dans des directives péremptoires dans l'avenir. Je l'ai déjà dit, nous ne nous retrouvons pas dans ce genre de pratique où l'on prétend pouvoir décider des habitudes des personnes à leur place et fixer ainsi des proportions de qui fera quoi. Des propositions, oui, des proportions de qui fera quoi. Comme si les individus étaient malléables à notre guise, sans considération pour leur liberté propre. Quelle belle société kafkaïenne vous nous promettez. Et je ne peux également que sourire quand je lis que vous entendez conforter la politique foncière métropolitaine pour faciliter le renouvellement des exploitations agricoles du territoire et que la métropole s'engage à protéger les espaces agricoles. Heureusement qu'il y a eu les conclusions accablantes de la commission d'enquête publique sur le PPRI pour que le projet Porte du Vercors soit annulé sur la commune de Sassenage. Vous étiez prêt à urbaniser 20 hectares de terre, mais on peut remercier cette commission qui vient à la rescousse pour vous aider à tenir votre engagement de protéger les espaces agricoles. Je vous remercie. Merci. Madame Spini, je pense que les citoyens iront plus vite que vous sur beaucoup de sujets. Et c'est pour ça que je crois que nous ne sommes aucunement dans aucune injonction. À un moment donné, nous avons devant nous un certain nombre d'enjeux environnementaux, climatiques, sociaux. Et notre rôle, c'est de trouver des solutions et de ne pas considérer que finalement, par je ne sais quelle idée, je ne sais quelle puissance, qu'elle soit organisée ou qu'elle soit divine, puisse venir finalement régler les sujets à notre place. Donc la question, c'est qu'à un moment donné, c'est comment on y répond. Et si vous, votre réponse, c'est de dire, en fait, non, il ne faut pas donner de réponse, il faut laisser faire, il est à peu près sûr que les choses ne se régleront pas. Ben oui, mais à un moment donné, quand on fait des propositions, on nous dit, il ne faut pas faire de propositions. Et quand on ne fait pas de propositions, on nous dit, mais pourquoi vous ne faites pas de propositions? Donc c'est tout là où est le sujet qui me paraît parfois, je dirais, dans la subtilité, vous me permettez. Moi aussi, j'entre dans le débat désormais, parce que on est, encore une fois, il n'y a pas d'un côté une espèce de dogmatisme. Et d'ailleurs, j'ai bien entendu sur tous les bancs, ce qui est proposé par la Convention citoyenne n'est en rien un élément dogmatique. C'est d'ailleurs assez très largement partagé. Donc vous apparaissez finalement assez seul dans cet environnement collectif de cette Assemblée métropolitaine à considérer que finalement nous serions là pour finalement imposer des modes de vie. Nous avons des enjeux. Les modes de vie des gens, ils ont changé au cours des décennies. Au cours des décennies, croire que tout est uniforme depuis que les hommes sont dans leur caverne, c'est quand même finalement ne pas considérer que l'humanité a changé. Et considérer que l'humanité ne devra pas changer pour pouvoir s'adapter, à mon avis, c'est une erreur d'analyse politique. Et là, en l'espèce, il y a besoin de voir ces évolutions. Michel Gauthier. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Au nom du groupe NDMC, je tiens à remercier et féliciter les membres de la Convention citoyenne pour le climat pour leur travail sur l'agriculture et l'alimentation, mais également à la vice-présidente et au service pour leur travail qu'ils accomplissent quotidiennement. Les communes de notre groupe sont principalement rurales et sont majoritairement agricoles, et cette thématique nous concerne au plus haut point.
Les propositions de la Convention citoyenne vont dans le sens de l'action métropolitaine en faveur de l'agriculture et nous encouragent à continuer dans ce sens. Si beaucoup de leviers proposés font déjà partie des orientations métropolitaines, ces propositions ont permis à la métropole de se réinterroger sur sa politique agricole et de faire évoluer sa feuille de route en la matière. Une nouvelle délibération cadre est en cours d'élaboration et sera proposée au vote du Conseil métropolitain cette année. Celle-ci mettra d'autant plus l'accent sur l'accompagnement des producteurs et agriculteurs, aide à l'installation, renouvellement des agriculteurs, reprise des sièges d'exploitation. Si aujourd'hui nous ne sommes pas capables de reprendre ces terres agricoles qui sont laissées et d'installer dessus des agriculteurs qui vendront des produits localement, si on laisse ces terres aux gros agriculteurs qui les achètent pour profiter des aides de la PAC, nous aurons tout perdu car on ne pourra plus diversifier notre agriculture. La préservation des parcelles agricoles et forestières, la réduction des intrants chimiques et l'évolution vers des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, la promotion du bien-manger local et de bonne qualité, le développement des circuits courts, l'incitation à la restauration collective, réduction de la consommation de viande, etc., etc. Et puis, je vais profiter de cette intervention en tant qu'apiculteur amateur pour dire qu'il est important et nécessaire de mettre dans cette délibération cadre un article sur la protection de l'apiculture. Les gens qui s'occupent de l'apiculture sont des bénévoles et doivent être aidés par les instances départementales, intercommunales ou communales. Vous n'êtes pas sans savoir que l'apiculture est en danger. Le frelon asiatique se développe à très grande vitesse et colonise de plus en plus de territoires. La mortalité récurrente des colonies, principalement du Haut-Varrois et bien d'autres causes qui ne sont pas connues à ce jour. Un exemple, dans ma commune, on est à 95% de production bio, peu de pollution, et pourtant nous avons chaque année en moyenne 30% de perte de colonies. Alors que dans des communes qui sont plus tournées sur l'agriculture intensive ou des communes urbaines, les pertes sont plus faibles. Les abeilles sont nécessaires à la vie, nous devons les protéger. Einstein aurait dit que sans abeilles, le monde n'aurait que quelques années à vivre. Le miel est une source de bien-être pour les gens. Bien sûr, on a toujours la solution d'acheter du miel chinois qui est fabriqué dans des ruches où les abeilles ne sortent jamais, mais ça, personne ne le veut, bien sûr. Malheureusement, la France n'arrive pas à produire assez de miel pour le marché français. En ce qui concerne l'alimentation, les leviers développés impliquent un réel changement d'habitude pour beaucoup de nos habitants, en les incitant à réduire leur consommation de viande et à augmenter la part du végétal dans leurs assiettes. Sans oublier que dans nos communes de montagne, l'élevage bovin est une nécessité pour que nos territoires ne se referment pas totalement. Une réflexion est aussi à mener sur la qualité et la provenance de nos aliments. La métropole est engagée dans ce sens en facilitant l'installation d'agriculteurs et de producteurs sur son territoire afin de favoriser l'alimentation locale. Une part trop importante de notre alimentation quotidienne est encore importée. Les 10 000 hectares de surface agricole de la métropole ne couvrent que 2% des besoins alimentaires de notre population. Cela impliquera un changement de comportement à titre individuel au sein des foyers, mais aussi un changement de logique dans la restauration collective. Ce changement est déjà en cours, mais il nous faut encore aller plus loin sur ce chemin. La métropole accompagne ces évolutions, notamment à travers les actions du pôle agroalimentaire et du PIAIT à l'échelle interterritoriale. Et bien sûr, nous voterons cette délibération. Merci. Merci beaucoup. J'ai une demande de prise de parole de Guy Soto, mais je pense que c'est une erreur. Voilà, très bien. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération. Très bien. Je vais laisser la parole à la vice-présidente pour conclure. Cyril Plénet. Oui, je vais plutôt vous remercier pour vos interventions qui pointent chaque fois des éléments importants et qui ont complété chaque fois mes propos.
peut-être revenir sur la question du soutien que l'on pourrait apporter aux cantines scolaires communales et aussi aux SPL existantes sur notre territoire. On sait que cet aspect-là n'est pas de compétence métropolitaine, ce qui rend compliqué, bien sûr, l'intervention dans ce cadre-là. Voilà, donc la préservation des espaces agricoles, bien sûr, une priorité. La métropole s'y emploie et s'engage à continuer à le faire. Le travail sur la sensibilisation au changement de menu alimentaire, de régime alimentaire de chacun d'entre nous, l'encouragement auprès de l'ensemble de nos producteurs et agriculteurs pour utiliser moins d'intrants de synthèse, mais aussi le soutien au circuit court, c'est-à-dire éviter de consommer des produits qui viennent de très loin et qui ont été hyper transformés et qui en plus n'ont pas respecté des modalités d'élevage sain. Tout ça, ça fait partie de notre feuille de route. On tend à soutenir l'ensemble des outils. J'ai entendu le mine, les abattoirs, la légumerie, bientôt nouvellement construite dans le Voironnais. Des outils structurants sur notre territoire nous permettent de conforter des filières. Oui, nous avons besoin de développer une filière de protéines végétales. Nous avons besoin d'accompagner d'une façon très forte à la réduction d'eau, de consommation d'eau des agriculteurs par rapport à leur culture, de transformer les modalités de culture des sols pour permettre la captation du carbone, mais on y reviendra plus tard. Donc des actions très riches, très complètes, avec une belle feuille de route, et cette délibération est une très belle délibération. Merci. Je vais laisser la parole à Laurent Tauvisse pour la présentation de l'amendement, et je laisserai de nouveau ensuite la parole à Cyril Plénet pour l'explication du choix de l'exécutif sur cet amendement. Laurent Tauvisse. Oui, merci Monsieur le Président. Alors effectivement, j'ai compris de ce que vient de dire Cyril Plénet que c'était pas de la compétence de la métropole. Je le regrette quand même. Et on pourra en discuter parce que Christophe Reville l'a très bien dit. Dans les généralités, conforter, etc. Tout ça, c'est très bien étudié. Sauf que là, on a une problématique concrète. On a un certain nombre de collectivités qui soient en régie, c'est le cas de votre commune, Monsieur le Président, et d'autres, je crois, la ville de Grenoble, Échirolles, et peut-être d'autres, soit via des SPL. On fait le choix de s'investir, et je le dis de manière d'autant plus facile que c'est pas nous qui avons fait ce choix. Nous, nouvelles équipes, c'était déjà des équipes antérieures qui ont fait le choix d'essayer de maîtriser cette restauration collective et donc par là même de se fournir en produits locaux. On peut se raconter tout ce qu'on veut. Tant qu'on reste sur des marchés qui sont passés à l'extérieur, on n'a pas d'action dans ce domaine-là. On n'a pas d'action dans ce domaine-là. Et là, on a un appui possible sur une SPL, peut-être sur des sociétés, sur des communes qui sont en régie, et on va dire c'est pas notre problème. Eh bien, je suis désolé, franchement, là, c'est ce que j'illustrais tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'il s'agit d'étudier, de machiner, etc., tout le monde est d'accord, mais quand il s'agit de passer au concret, là, c'est plus notre problème. Excusez-nous, mais on trouve la façon de rejeter cet amendement un peu cavalière. Voilà. Donc, vous aurez certainement toutes les justifications que vous voulez pour le justifier. Nous, on le maintient. On pense que la métropole devrait, sous une forme ou sous une autre, apporter un soutien aux collectivités qui gèrent leur restauration collective en direct. C'est le sens de notre amendement, d'autant qu'on avait rajouté, en contrepartie, il ne s'agit pas d'apporter comme ça une aide. Il s'agit d'apporter une aide en contrepartie d'un engagement sur des commandes aux agriculteurs locaux. C'est tout ce que nous venons de dire pendant des heures.
Donc excusez-moi, mais si vous rejetez cet amendement, vous êtes dans le discours, mais pas dans l'action. Bien, merci. En fait, le choix ou non de rejeter un amendement, je voudrais qu'on reste aussi dans l'humilité des choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas par une espèce d'envie, parce qu'on a regardé par la fenêtre à ce moment-là et qu'on s'est dit, ou qu'on a une pièce dans la poche et qu'on a dit, elle tombe dans un sens ou dans un autre. Il y a une vraie réalité à tout ça. Je voudrais juste rappeler des choses, c'est-à-dire que ça nous renvoie au dernier conseil aussi. Vous avez des éléments, nous ne sommes pas une collectivité. D'ailleurs, le président de la République avait notamment évoqué le fait que les intercommunalités puissent devenir des collectivités au sens plein et entier du terme. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Dont acte. Nous n'avons pas de clause de compétence générale. Nous avons des statuts qui ont été votés, qui permettent d'adosser sur ces statuts tout simplement l'action qui est la nôtre. Donc, encore une fois, lorsque on nous dit, eh bien, sur tel sujet, vous évoquez le sujet de la SPL, Métropole ne peut pas être membre de cette SPL. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on discute de tout, mais il y a des réalités simples. Je pense que, et Cyril Pléné le dira, nous agissons. Lorsque vous évoquez la question de la légumerie, bah, elle le redira. Nous agissons. Lorsque nous sommes dans le pôle agroalimentaire et que nous soutenons les agriculteurs, enfin, ceci est fait, on continuera à le faire d'ailleurs avec le département. Donc la question de la structuration des filières versus finalement le rôle de la métropole dans la structuration des filières, elle ne réside pas dans cet amendement-là. Elle est déjà une réalité, elle continuera à le faire d'ailleurs. Moi, je voudrais vous rappeler quand même un chiffre. Ce qui est produit aujourd'hui dans le territoire représente 2% de ce que nous consommons. 2%. On va se parler juste des chiffres et des bons chiffres. 98%, c'est ce qui est exporté, importé, je veux dire. Donc à un moment donné, la véritable question, c'est comment produisons-nous plus et pour consommer ce que nous avons ici dans ce territoire. Notre sujet sera celui-là. Je laisse la parole à Cyril Pléné. Ensuite, j'ai une demande de Dominique Escaron et je lui laisserai évidemment la parole. Cyril Pléné. Oui, pour apporter toute l'attention nécessaire à cette question de soutien à l'introduction des aliments locaux et bio au sein des cantines scolaires. Donc je parlais de la compétence qui n'est pas celle de la métropole, mais ça pose également d'autres questions, puisque ça pose la question de l'équité de traitement entre l'ensemble des communes, puisque 80% des communes sont en gestion concédée. Et bien entendu, notre action métropolitaine se veut être le plus large possible sur l'ensemble de notre territoire. N'empêche, comme le président vient de l'expliquer, nous avons mis en place depuis 2 ans maintenant un accompagnement à la restauration collective sur les entrées agriculture et alimentation et également déchets. Et c'est déjà 11 communes qui ont été accompagnées au sourcing et à l'approvisionnement des produits locaux et bio, mais aussi à la sortie du plastique, à la réduction des déchets alimentaires, à la mise en conformité de la loi par rapport à la loi Egalim, à la rédaction des cahiers des charges pour celles qui ne sont pas en gestion directe. Et nous portons des plaidoyers auprès de France Urbaine pour inscrire dans les cahiers des charges l'exception alimentaire. Nous avons à la métropole une chargée de mission spécialisée sur la restauration collective et qui est très disponible pour intervenir sur l'ensemble, auprès de l'ensemble des communes, pour travailler sur l'approvisionnement, le sourcing, etc. Et ensuite, toutes nos aides qui ne sont pas directement à destination des communes, mais qui s'adressent aux mines, aux abattoirs, à nos agriculteurs en faveur des aides à l'investissement, à nos apiculteurs, puisque nous soutenons aussi cette filière-là.
toutes ces aides-là qui nous permettent de mieux consolider la territorialisation de notre agriculture et la constitution de nos filières, qu'elles soient de production ou de consommation, à travers l'ensemble des réseaux de distribution. Tout cela, ce sont des aides indirectes qui facilitent l'approvisionnement de la restauration collective. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur le rejet de cet amendement, et je vous remercie tous d'avoir écouté jusque-là tous ces échanges. Merci, Madame la Vice-présidente. La parole est à Dominique Escaron. Merci, Président. Juste, alors, vous voyez, là, on passe aux exercices pratiques. C'est toujours tout de suite un peu plus compliqué, quoi. Il y a deux choses là-dedans. Effectivement, la proposition d'amendement, elle est peut-être pas parfaite sous l'angle juridique, mais elle a du sens quand même. Voilà, elle a du sens. Donc, la question, c'est comment on s'empare de cette problématique. Et pour compléter ce que dit la vice-présidente, moi, je le dis depuis 10 ans dans cette assemblée, on n'arrête pas de se faire des grands mots sur l'agriculture, la forêt, tout ça. Le budget que l'on consacre à ces affaires-là est minime. Alors, il a progressé, je le reconnais. On a dû passer de 20 000 à 60 000 euros. Enfin, c'est quelques centaines. Je ne sais plus combien on en est. La vice-présidente va nous le redire. Mais on est à des années-lumière de ce qui est mis sur un certain nombre d'autres sujets. Donc, il y a un moment donné, il faut quand même se donner les moyens de notre cohérence. C'est-à-dire, on ne peut pas sans arrêt dire que l'agriculture, le truc... Monsieur le Président, vous nous dites que, effectivement, et c'est très vrai, le territoire, bien évidemment, n'est pas capable de s'auto-alimenter totalement, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pleurniche sur cette situation ou on se dit quel est le plan? Aujourd'hui, on a globalement, on a des terres agricoles qui diminuent, des exploitations agricoles qui peut-être ne ferment plus autant qu'avant parce qu'on a à peu près stabilisé les choses, mais on est loin d'être dans une dynamique favorable. Comment on aide nos agriculteurs? Comment on les aide à se transformer pour alimenter nos cantines, nos citoyens, etc. C'est ça les enjeux. Voilà, donc moi je trouve dommage que sur cette proposition d'amendement, même si elle n'est pas totalement droit dans ses bottes ou imparfaite, voilà, c'est comme ça, mais je pense qu'il y a des idées à tirer, et sur les budgets, c'est-à-dire sur le fond de ce qu'on met sur le tapis, on est à côté de la plaque. Voilà, mais c'est un exemple pratique et je le trouve bien dommage parce que c'est des sujets sur lesquels je pense on a tous intérêt à progresser et à faire monter nos propres exigences, les moyens qu'on se donne, et puis donner des signes à nos agriculteurs, à nos forestiers, à tous les systèmes qui contribuent à nos grands équilibres. Voilà, sinon, c'est pas la peine de continuer à se parler. Merci. Merci. On peut toujours comparer des budgets de fonctionnement thématiques d'une année sur l'autre. Est-ce qu'ils sont représentatifs de l'action qui est menée sur le secteur considéré? La réponse est non, et tout le monde le sait. Donc je me permets de le dire. Lorsqu'il s'est agi de racheter l'ensemble des terres sur la commune de Mélan, ceci ne fait pas partie des 60 000 euros que vous évoquez, Monsieur le Président. On a tout simplement, on les a achetés, ces terrains, pour pouvoir y installer les agriculteurs demain sur la plaine de la Tailla. Et d'autres encore. Lorsqu'il s'est agi, dans le cadre du PLUI précédent, de rendre à l'agriculture des centaines d'hectares. Ceci n'a pas été comptabilisé. Et pourtant, ça aurait une valeur comptable de passer d'un terrain urbanisable à un terrain qui n'est plus urbanisable. Ça a une valeur. Et pourtant, ceci, c'est l'action. L'action n'est pas simplement, je dirais, comptabilisée dans les frais de fonctionnement que nous avons ici et là, dans la structuration de la filière. D'ailleurs, on pourrait se dire, mais le budget du pôle agroalimentaire que nous avons avec le département, il est quand même pas énorme, ce budget. On pourrait faire plus. Et pourtant, son rôle, c'est quoi? C'est de labelliser des produits qui sont sur notre territoire, qu'on voit en tête de gondole dans nos commerces locaux ou les moyennes surfaces. Donc nous voyons bien que, en fait, le sujet est-il simplement dans la mise en équation financière? On voit bien qu'il y a des sujets de foncier, de rachat de foncier, de travail collectif, de fonctionnement collectif. Budget de l'abattoir. Encore une fois, nous sommes membres de cet outil, nous l'entretenons. En fait, nous voyons bien que la question financière du fonctionnement de cet outil
ne fait pas qu'appel d'ailleurs aux contributions des collectivités. Donc je voudrais qu'on ait une vision un peu plus élargie du sujet. Il y a 2 demandes de prise de parole. Jean-Paul Trovero, Jean-Paul Trovero, Laurent Tovist et Cédric Garcin. Jean-Paul Trovero. Oui, merci. Je serai bref. C'est simplement, j'ai pointé dans les attendus de la délibération peut-être un acteur qu'on aurait oublié, surtout dans le domaine de la restauration collective des salariés. Ce sont les comités d'entreprise et CSE qui pourraient très bien et qui devraient aussi avoir un rôle à jouer dans l'alimentation, puisqu'on a même d'ailleurs des comités d'entreprise qui sont encore les gérants de restauration collective. Voilà, c'est simplement au passage. Merci. La parole est à Laurent Tovist. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je le dis, ce sera un élément de méthode. Dominique Escarron en a parlé tout à l'heure. Nous, on va se prononcer sur les délibérations uniquement sur ce qui engage la métropole et pas sur les autres actions. Hein. Donc, il y a la métropole s'engage et puis après elle décide de transmettre, etc. Donc, on ne va pas se prononcer sur le décide de transmettre. Il y aurait beaucoup à dire. Mais dans le cas présent, il y avait une proposition quand même des conventionnels qui était de dire d'aller vers 90% de bio en restauration collective. Je ne pense pas, peut-être qu'ils nous le confirmeront, que quand ils pensaient à ça, ils pensaient à du bio qui viennent d'Australie, du Mexique, du Brésil, ou etc. Je pense qu'ils pensaient à favoriser les producteurs locaux. Par conséquent, moi je peux entendre que notre amendement soit peut-être pas formulé... Enfin, les services savent faire quand même, quand il y a une volonté, les services savent faire, et on aura l'exemple sur un certain nombre d'amendements que nous avons fournis en amont, où on nous a proposé, et on l'a accepté, une reformulation qui permettait d'aller vers l'objectif affiché. Bon, là, on a une fin de non-recevoir, et excusez-moi, me faites pas le coup des compétences, parce que quand on veut soutenir un certain nombre d'organismes divers et variés dans cette Assemblée, on sait très bien faire. On sait très bien faire. Et moi, je suis prêt à ce qu'on passe en revue toutes les subventions et toutes les soutiens qu'on donne pour voir s'ils sont tous parfaitement ric-rac par rapport à nos compétences. Je pense qu'on serait assez surpris. Hein. Bon, donc, nous, on entend, si vous voulez rejeter l'amendement, il n'y a pas de souci, mais par contre, ce qu'on voudrait acter ici, c'est qu'il va y avoir un travail en commun entre la métropole et les structures qui ont un levier d'action sur ce soutien à l'agriculture locale. Cyril disait on est 80% qui sont concédés. Eh bien, arrêtez d'être à 80% concédés parce que vous ne maîtrisez pas grand-chose. Quand vous êtes en restauration concédée, vous maîtrisez pas grand-chose. Vous pouvez vous raconter ce que vous voulez sur j'ai négocié le cahier des charges avec ces pipeaux. Enfin, dans la réalité, vous savez pas d'où ça vient. Avouez-le. Bon, donc, essayons de trouver ensemble un moyen pour qu'on puisse aller vers ça. Moi, je vous le dis honnêtement, mais un certain nombre d'entre vous sont membres de la SPLVR Co-Restauration, ils le savent, c'est extrêmement compliqué. Voilà, et on risque de perdre un outil qui est quand même un outil qui serait intéressant dans le cadre de notre politique. Voilà, alors si vous préférez fermer les yeux, bah, allez-y, tant pis, fermez les yeux, mais dans ce cas-là, il ne faut pas aller nous faire des conventions citoyennes. Alors, écoutez, la métropole va s'engager, elle a ce rôle d'animation, elle a ce rôle de travail avec l'ensemble des acteurs de la restauration collective et d'ailleurs celle avec les entreprises. C'est un des sujets qu'on pourrait tout simplement mettre dans le cadre du pacte économique local sur lequel, là, il y a un véritable sujet à travailler collectivement. Donc, Monsieur le Président Tovist, il n'y a pas de sujet là-dessus. Oui, nous travaillerons dans ce rôle d'animation sur lequel nous avons toute légitimité à le faire. Évidemment, dans la diversité aujourd'hui des modes d'action que les communes peuvent avoir en la matière. Mais encore une fois, voilà, je dirais que cette question du rejet n'est pas un rejet de la volonté et de l'envie. Vous l'avez bien compris. Donc ceci, vous l'avez pointé et vous avez raison de le pointer. Donc nous serons dans ce travail. Mais globalement, sur cette question de l'inscrire dans ce qui peut avoir comme, je dirais, comme largeur d'action, là, il y a effectivement une question. Je voudrais revenir sur la question de Dominique Escarron tout à l'heure. Je voudrais juste m'assurer parce que je vais mettre aux voix. Est-ce que vous souhaitez que je mette aux voix point par point c'est-à-dire, vous avez, à la fin de la délibération, après examen de la commission conjointe Convention citoyenne pour le climat du 21 avril, le Conseil métropolitain
Et vous avez des petits points, vous en avez exactement 6. Est-ce que vous voulez que je mette ces 6 points au vote de façon à ce que finalement il n'y ait pas de... Voilà, vous puissiez tout simplement légitimement voter ce que vous souhaitez. Dominique Escaron. Alors, normalement, non. Ah. C'est la seule chose qu'on veut, mais alors je sais pas comment vous allez le présenter, parce que c'est pas tout à fait pareil sur les cas. C'est les décides de transmettre qu'on veut pas voter. OK. Donc ça veut dire que Bah, c'est pas on qu'on a veut pas les voter, mais on veut prend voter acte contre. de la vision des 9 leviers, etc. Ceci ne pose pas de questions. S'engage à poursuivre, etc. Décide en particulier, ceci ne pose pas de sujet. Mais par contre, c'est les décide de transmettre aux communes, décide de transmettre au département, à la région, etc. Ça, c'est cela que vous souhaitez qu'on mette différemment en vote. C'est bien ça? Oui, c'est-à-dire en fait, vous pouvez le faire en 2 fois. Hein, maintenant Oui, qu'on a compris. très bien. Enfin, en ce qui nous concerne, voilà, nous il y a 2 paquets. Il y a comme je l'ai annoncé, le paquet pour lequel on est pour et le paquet où on est juste contre le fait de donner des leçons à la terre entière. Voilà. Entendu. Merci. Laurent Tovist, un point de vote. Oui. Alors, nous ne le concevons pas comme un moyen de donner des leçons à la terre entière, mais par contre, nous souhaitons insister sur le fait que le décide de transmettre n'est pas une approbation de l'ensemble des actions qui sont dedans. Qu'on soit bien précis là-dessus. Oui, on est bien d'accord. On Et ça, transmet. c'est effectivement. Donc ça, c'est. Je préfère le dire parce qu'après, on va nous dire vous avez voté la délib. Oui. On a voté les points qui engagent la métropole. OK. Et pour le reste, on laisse aux collectivités le choix de voir On ce qu'elles font transmet ou pas. aux collectivités. Voilà, les choses sont très claires. Émilie Chalas également ou non? Non. Ben, Laurent Tovist, Émilie Chalas, non. Très bien. Alors, écoutez, donc ce que j'entends, c'est qu'il y a finalement 2 paquets qui sont mis effectivement aux voix. Donc, je vais d'abord l'amendement. Il est indiqué qui est pour cet amendement. Qui s'abstient? Donc l'amendement est rejeté. Je vais demander qui vote contre. Comme ça, au moins, les choses sont posées et levées. Sur l'amendement. Hein. Donc l'amendement est rejeté. Sur la délibération, je vais mettre d'abord aux voix tout le paquet qui concerne tout simplement ce qui n'est pas décide de transmettre. OK? Donc je mets aux voix qui s'oppose. Qui s'abstient? Unanimité du Conseil métropolitain? Une abstention. Madame Cadou. Pour ce qui est de décide de transmettre aux communes, au département et à la région, qui s'oppose? Qui s'abstient? Il n'y en a pas une abstention de Madame Cadou. C'est donc adopté. La première délibération est donc adoptée. Et il est 12h50. Je vous propose de passer à la 3e délibération et nous arrivons sur la thématique habitat, aménagement et urbanisme. Et je laisse la parole aux 2 vice-présidents qui portent ces sujets. Ludovic Bustos en premier, et ensuite Nicolas Béron-Pérez en deuxième, si j'ai bien tout cela en tête. Il y a des amendements, mais qui seront présentés. Je les laisserai les vice-présidents présenter et indiquer le vote proposé par l'exécutif. Je laisse la parole à Ludovic Bustos, le vice-président en charge. Impeccable. Merci beaucoup, Président. Dans cette délibération qui est assez longue, puisqu'elle fait, je crois, 32 pages ou un truc comme ça, on s'est réparti la parole avec Nicolas Béron-Pérez. Donc il y a 10 leviers, 58 actions qui sont proposées. Les leviers, je vais peut-être pas les énoncer puisque vous les avez dans la délibération. Simplement rappeler quelques contextes et enjeux de la thématique au regard du climat. Rappeler que sur le territoire métropolitain, le secteur du résidentiel et du tertiaire représente 38% des émissions de gaz à effet de serre, que le plan climat air-énergie métropolitain a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50%
en 2030 par rapport à l'année de référence qui est de 2005, que la baisse de 33% constatée en 2019 montre que notre territoire est sur une trajectoire cohérente et dans l'atteinte des objectifs. Pour autant, les efforts faits doivent être poursuivis et amplifiés, et il va falloir les combiner avec différents leviers en faisant face à un contexte assez complexe. Il est possible d'agir notamment sur la réduction de l'impact carbone de la construction en construisant moins et mieux, tout en répondant bien évidemment à la demande des ménages les moins aisés de pouvoir se loger. On peut également agir sur la décarbonation des systèmes de chauffage et de climatisation pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie. On peut, par la réhabilitation de l'existant, également agir, rénover plutôt que construire du neuf pour réduire les consommations de matériaux très émissifs à la fabrication et pour privilégier au maximum la réhabilitation et le recyclage foncier. On peut, en remplaçant des matériaux carbonés par des matériaux réemployés, recyclés, biosourcés ou géosourcés, être actif. Et enfin, par le partage et la mutualisation des espaces au sein des bâtiments et développer les différents usages. Il y a quelques lois, ça a été rappelé, qui nous permettent également d'avoir un cadre et d'agir. La première, c'est la loi Climat et Résilience, qui indique des délais pour la prise en compte du ZAN, qui sont dans différents documents d'aménagement du territoire. Au niveau régional, ce sera le SRADET qui devra arrêter son document avant février 2024, ensuite les SCOT avant août 2026, et enfin, dans les PLU ou les PLUI, pour ce qui nous concerne, ce sera le PLUI, avant août 2027. Il y a donc urgence et nécessité de penser le ZAN à plusieurs échelles territoriales de manière cohérente et coordonnée, puisque, évidemment, on est au sein du SCOT avec les territoires voisins. Nous avons aussi une nécessité de réduire notre consommation foncière en favorisant le renouvellement urbain et la rénovation de l'existant. Mais économiser la ressource veut dire aussi densifier, ce qui n'est pas toujours accepté socialement. Et c'est aussi un point de difficulté que nous devons effectivement, dont nous faisons face. Pour y faire face et trouver des solutions, il est nécessaire de promouvoir un urbanisme des courtes distances, d'agir sur la qualité et le cadre de vie et sur la qualité des espaces publics, et de réintégrer plus de végétal et de l'eau dans la ville, notamment dans la gestion des eaux pluviales, et produire un habitat de qualité. Les compétences métropolitaines se répartissent de la manière suivante. La métropole est compétente en matière d'émissions de gaz à effet de serre et sur la neutralité carbone via son plan climat-air-énergie métropolitain, en matière de documents d'urbanisme via le PLUI, en matière de politique locale de l'habitat via le PLH, et la métropole est également compétente en matière de demande d'encadrement des loyers et de soutien à la rénovation thermique des bâtiments. Elle est également compétente en matière de services publics de l'efficacité énergétique et de réseaux de chaleur ou de froid urbain, et sur la gestion des eaux usées et pluviales. La métropole partage avec les communes certaines compétences, l'aménagement, puisque c'est les maires qui signent les permis de construire et qui instruisent pour certains les permis de construire, sur la politique foncière et sur les aides financières pour le logement public et privé. Alors, la réaction que nous avons travaillé face aux propositions de la Convention citoyenne, en synthèse, évidemment, nous sommes d'accord avec la prise de position de la Convention. Par contre, en regardant et en travaillant, nous avons vu qu'il n'y avait pas de solution univoque, simple et facile à mettre en œuvre. Les 10 leviers, évidemment, évoqués sont importants, sont jouables, sont tenables, mais ils sont aussi interdépendants et ils vont nécessiter une approche globale
avec certains freins et certaines contradictions. La vision portée par la Convention citoyenne pour le climat implique, vous l'avez vu et vous en doutez, une profonde transformation sociale et sociétale pour pouvoir aménager et construire différemment, de manière plus qualitative et en émettant moins de carbone. Cela suppose des évolutions fortes dans les métiers et au niveau des filières économiques. Il s'agit également de construire ensemble un chemin vers la zéro artificialisation nette. Le ZAN doit être une neutralité, et la neutralité carbone doit être viable et progressiste. On ne va pas pouvoir le mettre en place tout de suite, mais il faut qu'on soit ambitieux et qu'on oriente correctement les choses. On l'a déjà fait à travers le PLUI métropolitain. Donc se servir du ZAN et de la neutralité carbone comme catalyseur pour pouvoir aménager qualitativement le territoire et promouvoir les transitions sociales, climatiques et environnementales seront évidemment nécessaires. Et tout ce qui est mis dans la Convention citoyenne est évidemment porté au niveau métropolitain. Sur les propositions d'action, et je m'en arrêterai là après la première proposition qui concerne la politique locale de l'urbanisme et de l'aménagement. Ce qui est d'ores et déjà fait, c'est qu'il y a un PLUI qui a été adopté en 2019, qui a rendu et reclassé un certain nombre de zones naturelles et agricoles, environ 300 hectares, une réduction du rythme de consommation foncière de 47 à 28 hectares par an entre 2005 et 2020, et enfin des opérations d'aménagement métropolitaine qui sont plus durables. Pour aller plus loin, nous devons prendre en compte la protection des ressources et de la biodiversité, à la fois par le ZAN et par l'adaptation au changement climatique à travers les prochaines modifications à venir. La modification numéro 3 qui sera votée dans ce mandat sera une modification assez structurante puisqu'elle sera celle de la bioclimatisation du PLUI. Pour le ZAN, il faudra attendre le prochain mandat puisqu'il faut d'abord que le SCOT fasse le boulot et ensuite que le Conseil métropolitain, en 2027, puisse, entre guillemets, zanifier son PLUI. Il y aura une délibération cadre de politique foncière en 2023, probablement au Conseil de juillet, pour justement pouvoir agir sur toutes les thématiques, agriculture, habitat, économie et évidemment aménagement. Une étude de la possibilité, de l'opportunité de mettre en place un outil local de compensation environnementale d'ici 2025, un travail sur l'acceptabilité de la densité et à acculturer évidemment ce sujet-là, puisque c'est une vraie confrontation dont les élus locaux font face. Densifier, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Par contre, il faut qu'on l'explique, parce que si on densifie, on monte en hauteur, mais on rend aussi de la qualité du sol, et c'est tout l'enjeu, en tout cas, des prochaines échéances et des prochains aménagements. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, ce qui me permet du coup de passer la parole à Nicolas Béron-Pérez, qui lui sera chargé de vous expliquer l'ensemble des actions sur les autres thématiques. Merci beaucoup. La parole est au vice-président Nicolas Béron-Pérez. Merci. Donc du coup, moi, je vais présenter les actions qui ont été retenues et pas retenues dans 3 dimensions, donc sur les questions de l'eau, sur la politique locale de l'habitat et enfin sur les réseaux de chaleur énergie. Donc concernant la politique locale de l'habitat, réhabilitation du bâti existant, la métropole déjà met en œuvre beaucoup de choses qu'il faudra sûrement accentuer pour aller un peu plus loin. C'est ce qui est déjà fait, c'est les aides à la réhabilitation des logements du parc public et privé, les aides financières et les garanties d'emprunt, l'aide à la rénovation énergétique parc privé et public, TPE, PME, Murmure, les bonus financiers dans le cadre de Murmure pour les matériaux isolants biosourcés. La deuxième demande d'encadrement des loyers auprès de l'État a été effectuée en septembre 2022. En cours de réalisation, le schéma directeur énergie immobilier pour respecter le décret tertiaire, l'accompagnement des communes via la LEC et le fonds de concours dédié aux transitions. Pour aller plus loin, il y aura l'approbation d'un nouveau PLH en 2024, permettant à chacun de se loger tout en préservant la planète et les ressources en favorisant le renouvellement urbain, le bien vivre
et la mixité sous toutes ses formes. Enfin, une meilleure prise en compte de la protection des ressources et de la biodiversité, du ZAN et de l'adaptation au changement climatique au travers des modifications du PLUI à venir, modifications 3 et suivantes. C'est agir aussi en faveur de l'utilisation des matériaux biosourcés et décarbonés en généralisant les aides déjà existantes et en éditant un document pédagogique. Enfin, étudier le renforcement des aides et d'accompagnement à la rénovation thermique globale. Concernant la politique métropolitaine de l'énergie et système de climatisation et de chauffage, ce qui est fait d'ores et déjà, c'est le conseil dans le cadre des services publics de l'efficacité énergétique, la mise en œuvre des réseaux de chaleur existants peu émetteurs de gaz à effet de serre, l'accompagnement technique et financier du Fonds chaleur territorial pour le développement des ENR, l'aide aux particuliers primaire bois, expérimentation aide zéro fuel, le classement au PLUI des réseaux de chauffage urbain, ainsi avec l'obligation de raccordement pour les constructions neuves, l'obligation inscrite au PLUI pour les constructions neuves de plus de 1000 m² de production d'énergie renouvelable. Et la métropole s'engage à aller plus loin en menant une étude pour l'adoption d'une stratégie froid, en intégrant pour définir les techniques et usages de rafraîchissement les moins impactants en termes environnementaux. L'étude est déjà en cours et le rendu sera entendu fin 2023. Le développement du solaire thermique par la délibération du Conseil du 7 avril dernier des réseaux de chaleur métropolitains, l'étude a lancé avec l'objectif de développer 4 à 6 nouveaux réseaux d'ici 2030. Enfin, l'étude de la possibilité d'accélérer la mise en œuvre de la RE 2020 au travers d'une modification substantielle du PLUI. En matière des consommations d'eau et énergie, ce qui ne peut pas être mis en place c'est ce qui concernait les réseaux de chaleur avec la facturation individualisée pour les copropriétés. En effet, c'est pas possible d'aller dans facturation individuelle au logement dans le cadre d'une copropriété. Ce qui est déjà fait d'ores et déjà, c'est la forte décroissance des consommations en eau, moins de 2% par an entre 1989 et 2010. Le volume actuel moyen consommé par habitant est équivalent à 40 m3, c'est inférieur à la moyenne nationale. L'amélioration de la performance des réseaux depuis 2021 a permis un gain de 25% des volumes perdus en fuite par rapport à 2015. La mise en place d'un dispositif d'allocation eau depuis 2017. Le conseil et l'accompagnement des ménages via un diagnostic gratuit des usages permettant un gain moyen d'environ 30%. La tarification progressive pour les usages non domestiques depuis 2016. Pour aller plus loin, la métropole s'engage à renforcer la sensibilisation, l'information et la communication à destination des ménages, des entreprises d'exploitation et de maintenance. En matière de gestion des eaux pluviales, ce que la métropole fait déjà, la désimperméabilisation et la végétalisation des espaces urbains, en lien avec la généralisation de l'infiltration des eaux de pluie, conformément au schéma directeur assainissement. L'inscription au règlement du PLUI d'un coefficient minimal de pleine terre. La mise à disposition gratuite du logiciel Parapluie depuis 2019 qui permet d'aider au choix de solutions d'infiltration adaptées. Pour aller plus loin, c'est poursuivre et développer la politique de gestion intégrée des eaux pluviales en synergie avec le plan Canopé, au travers de l'adoption d'une feuille de route 2023-2024 et qui comprendra le partage de l'expertise, le lancement d'études, la production d'un référentiel de désimperméabilisation et l'animation des réseaux, adapter le schéma directeur d'assainissement si nécessaire, et enfin étudier la possibilité de favoriser la récupération des eaux de pluie. Enfin, j'espère ne pas avoir été trop long, mais surtout j'espère ne pas être trop radical ou trop extrémiste, trop militant, en citant un auteur du 19e siècle. Le capitalisme ruine les sources vives de toute richesse, la terre et le travailleur. Citation de Marx en 1867, Le Capital. En cette période de pénurie, en foncier, en matériaux, en eau et en énergie, ouvrant encore plus la porte aux logiques spéculatives, cette délibération intègre de nombreuses ambitions concernant notre manière de produire l'espace métropolitain en matière d'habitat. Indéniable victoire culturelle et intellectuelle, portée jadis par une minorité, pour devenir une pensée collective qui nous permet aujourd'hui d'avoir, en partie, une hégémonie culturelle, indépendamment des bords politiques, pour réorienter progressivement le mode de production de l'habitat dans notre manière de produire notre espace métropolitain,
ce qui nous permet donc d'être modérés et plus consensuels dans nos échanges. Si l'épuisement des sources vives de la Terre est aujourd'hui à l'ordre du jour, tôt ou tard, il faudra aller plus loin sur l'épuisement des sources vives que sont les travailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a donc un certain nombre d'amendements, mais peut-être on organise d'abord le débat sur l'ensemble. Y a-t-il des demandes de prise de parole? La parole est à Dominique Spini à Nîmes. Oui, merci, Monsieur le Président. Encore moi. Donc, j'ai bien peur de ne pas aller dans le sens du vent et avec le troupeau, quitte à être seul. Mais je n'en tire aucune contrariété à être seul et pas aller dans le sens du vent, au contraire. Donc, on retrouve ici le traditionnel plaidoyer sur le zéro artificialisation nette qu'on nous ressort à toutes les sauces et qui a comme corollaire la densification que vous avez au moins le mérite d'assumer tambour battant. Loin d'avoir vos certitudes, je note que les scientifiques, des chercheurs commencent à remettre en cause ce mantra urbanistique qui, de notre côté, nous a toujours laissés sceptiques. Car ce que nous gagnons d'un côté avec la lutte contre l'étalement, nous le perdons de l'autre côté avec cette densification folle. Nous nous trouvons ainsi dans une ville qui est devenue la première ville de France, hors Paris, pour les îlots de chaleur, selon une étude menée par les chercheurs du CNRS et de Météo France. Car ce que nous gagnons d'un côté avec la lutte contre... L'îlot de chaleur urbain se définit, je le rappelle, comme la contribution de l'urbanisation à la température de l'air. Il est donc très clair que la politique que vous menez et souhaitez continuer de mener aggrave ce phénomène. Un membre du GIEC a d'ailleurs condamné cette urbanisation, déclarant, je le cite, que les édifices qui ont poussé sur la presqu'île sont aberrants. Il estimait ainsi que dans une cuvette déjà sensible au phénomène, il n'y a pas eu de prise en compte de la création d'îlots de chaleur. Cette densification se fait au détriment d'espaces verts et notamment d'arbres anciens qui disparaissent sous les coups de pelleteuse. Nous ne sommes pas en conseil municipal de Grenoble, vous avez de la chance, je vous épargne la longue liste de ces arrachages pour la ville de Grenoble, pour la ville-centre. Et les quelques plantations d'arbres ne compensent pas ceux qui ont été arrachés, vous le savez, car ces derniers sont beaucoup plus vertueux en matière d'absorption du CO2. Le consensus scientifique est clair là-dessus. Pour compenser l'abattage d'un vieil arbre, il faut planter des centaines de jeunes pousses et attendre des décennies, à condition qu'elles survivent, car j'ai en tête le fabuleux exemple de Mistral, où 70% des pousses n'ont pas survécu. La poursuite d'une politique de bétonisation folle, créatrice d'îlots de chaleur supplémentaires, qui supprime des puits d'absorption de carbone, est bel et bien un contresens écologique. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur la pertinence de construire toujours davantage et sur les choix faits en matière d'urbanisme et d'habitat. Car il est intéressant de constater que depuis les années 70 et l'urbanisme utopique de l'époque, le nombre de demandeurs de logements ne varie pas ou fluctue à la marge. De très nombreux logements, notamment dans le parc social, sont vacants, la faute à des quartiers loin d'être attractifs. Une première étape dans la lutte contre l'étalement, mais aussi pour éviter la densification, consisterait à s'attaquer aux racines des problèmes qui font que ces quartiers ne sont plus attractifs. Plus qu'un coup de peinture sur les façades, il faudra une politique globale pour la propreté, la sécurité et la mixité, à même de faire en sorte que ces logements inutilisés trouvent enfin grâce aux yeux des demandeurs. Merci. Merci. La parole est à Laurent Amadieu. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous, conseillers métropolitains et conseillers métropolitains, bonjour aux conventionnels et bonjour cher public. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail remarquable, effectivement, comme tous ceux qui sont exprimés jusqu'à présent des conventionnels, le travail aussi des vice-présidents en charge et puis des services et également la méthode. Soyez assurés que le groupe Une Métropole d'Avance fera tout son possible pour que ces recommandations de la Convention citoyenne pour le climat se traduisent concrètement dans ce mandat et pas dans 10 ans. Cet exercice démocratique nous a démontré une chose. N'importe quel citoyen, une fois acculturé, est en capacité de mesurer pleinement la nécessité que nous avons à changer rapidement de braquet face aux catastrophes, face au dérèglement climatique et environnemental.
Alors j'avais relevé 4 éléments depuis 10 jours à peu près qui étaient dans les médias nationaux. Ces 4 éléments sont rapidement, les eaux du globe sont à 21 degrés, même 21,1 degrés au début du mois d'avril, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Et quand on sait que c'est 70% de la masse et de l'occupation de notre planète, ça a des incidences sur le réchauffement de l'air. L'Organisation mondiale météorologique aussi a conclu dans sa dernière étude qu'il n'y avait jamais autant de fonte des glaciers que dans l'année 2022 et qu'il était peine perdue en fait, de penser qu'on allait pouvoir les sauver, en tous les cas dans les Alpes et dans d'autres endroits du monde. Plus près de nous, et cette semaine, on sait qu'on a une première canicule en Espagne qui n'était jamais survenue aussi tôt, avec des températures approchant les 40 degrés. Et puis de l'autre côté des Pyrénées, à Perpignan, on a eu aussi des ministres qui y sont allés, on a relevé moins de 200 mm d'eau sur une année, et ça, c'est pour un météorologiste la définition d'un climat aride, voire d'un climat désertique. Donc voilà un peu pour le bilan, et ça, on le connaît. Maintenant, dans cette assemblée délibérante, ça a été dit, tous les groupes politiques s'accordent sans aucune exception sur la volonté de réduire effectivement nos gaz à effet de serre, la nécessité aussi de tendre vers une société bas carbone et globalement sur la protection de notre environnement, de nos terres agricoles et naturelles. Pour autant, d'un autre côté, notre vision, notre culture et l'aménagement, le développement urbain n'a pas vraiment encore évolué, demeurant au stade d'une culture de l'horizontalité, pour ne pas dire d'une culture de l'étalement. Elle permet encore au projet d'être conçu sur nos communes en artificialisant les sols, comme si cette pratique était restée dans nos têtes totalement décorrélée du réchauffement climatique et du déclin du vivant. Alors comment on va procéder? Comment peut-on procéder pour être plus vertueux et quand même pouvoir avoir des projets et un développement résilient? Je crois qu'il va nous falloir agir sans attendre, agir concrètement et avec toute l'ambition qui nous a peut-être fait encore un peu trop défaut jusqu'à présent. La délibération qui nous intéresse, elle est intitulée « Examen des propositions relevant de la Convention sur la thématique habitat, aménagement et urbanisme ». Je me limiterai dans mon intervention à la problématique du zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire au levier d'action 2.1 qui s'intitule « Limiter les constructions neuves au profit de la rénovation » et du point 2.1 qui s'intitule « Continuer et s'assurer de la mise en œuvre et du suivi de l'interdiction des constructions neuves des terrains végétalisés et tendre vers la zéro artificialisation des sols dès maintenant ». Cette intervention, elle concerne également les leviers d'action attrait à la densité de l'habitat et des activités, aux efforts de mutualisation et à l'adaptation de la ville à la chaleur. En introduction, donc, je veux nous rappeler, et ça a été fait un petit peu, que la conscience de l'impact des activités de l'homme sur son milieu n'est pas nouvelle. Alors, on a cité René Dumont en 1974, même Jacques Chirac avec La Terre brûle, aussi Greta Thunberg dans la période actuelle. Et puis, j'ai été battu par Nicolas Béron-Pérez qui a cité effectivement quelqu'un qui est assez célèbre qui s'appelle Karl Marx. Et moi, je vais en citer un autre qui finalement est une citation plus récente. Elle date de 1902. C'est pas une citation, c'est une déclaration que vous pouvez aller chercher sur Internet. Elle est audio, elle a été retrouvée par la BNF et elle a été émise par le célèbre ministre des Travaux publics, Yves Guyot. Donc je vous invite à aller la chercher. Pour l'anecdote, c'est une petite anecdote, c'est un homme public qui a été classé à gauche par les historiens et en même temps fervent partisan du libéralisme. C'est un ardent défenseur de la République, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, d'actualité, féministe, partisan de la séparation de l'Église et de l'État et soutien de Gambetta et de Dreyfus. Mais il s'est en même temps opposé aux grèves dans le service public, s'est révélé peu favorable à la toute naissante centrale syndicale de la CGT et admirait le système libéral britannique, Henry Ford et la Standard Oil. Voilà, je referme la parenthèse. Un homme donc d'une autre époque qui pourrait nous rappeler un peu une figure plus contemporaine et des débats un peu d'actualité sur l'état d'esprit un petit peu de notre classe politique, où on en est aujourd'hui en 2023. Mais plus sérieusement, je vais le citer, il a dit « Tantôt, l'homme améliore le sol sur lequel il agit, d'autres fois il le détruit. Ici, il anéantit des forêts, là, il épuise l'acide phosphorique des sols. Depuis un siècle, il fouille les mines avec une activité qu'il n'avait jamais eue. Quel est l'état des changements produits ?» Voilà la question qu'il posait. 121 ans plus tard, nous pouvons répondre à M. Guyot avec la connaissance de l'histoire et la conscience de l'urgence, car connaissons précisément les changements qu'il pressentait.
le dérèglement climatique, la surexploitation de nos sols engendrant un appauvrissement de la biodiversité. Alors, cette délibération répond-elle aux recommandations des conventionnels consistant dans le fait de prendre dès aujourd'hui une trajectoire du zéro artificialisation nette des sols? Et si elle n'y répond pas tout à fait, comment nous pouvons agir? Cette délibération le confirme. Oui, nous avons réussi à infléchir notre consommation de terres végétales ces dernières années. Oui, le PLUI, on est passé de 47 hectares de consommation annuelle à 28 hectares. Mais quand on fait les petits chiffres, et c'est ce que j'avais dit en commission, on sait qu'un terrain de foot, par exemple, c'est 0,7 hectares. Eh ben, on peut constater qu'entre 2010 et 2020, on a consommé 428 terrains de foot sur notre métropole. Au regard du PLU actuel, même avec la réduction, d'ici 2030, ça veut dire qu'on s'autoriserait encore à consommer en étalement l'équivalent de 200 nouveaux terrains de foot. Donc je nous pose la question, est-ce que c'est la trajectoire que l'on souhaite vraiment? Est-ce que c'est ça, être vraiment encore résilient et s'adapter à la loi climat et résilience et aux ZAN? Le groupe UMA, et j'espère plus largement, pensons que nous avons affiché une ambition plus importante dans cette délibération sur nos intentions de réduction de l'étalement urbain. Nous prendrons notre part pour que d'ici cet été, c'est-à-dire tout de suite, nous puissions chiffrer à la hausse l'objectif de réduction de consommation de nos terrains végétalisés, naturels et agricoles dans la modification numéro 3 du PLUI applicable en 2025. Par conséquent, il va falloir discuter dès à présent avec l'ensemble des communes qui disposent encore de zones AU, ces fameuses zones à construire, afin de voir avec elles dans quelle mesure certaines d'entre elles pourraient être restituées en terrain agricole ou en espace naturel sans compromettre leur projet. Et ça fait aussi écho aux interventions précédentes sur la délibération précédente de Michel Gauthier, de la vice-présidente évidemment, et aussi de Christophe Reville, sur tous ces terrains agricoles qui sont en attente d'une valorisation et d'un changement de zonage pour être construits. Nous n'avons pas d'autre choix que de penser que notre développement, nous n'avons pas d'autre choix que de penser notre développement différemment et donc de changer de stratégie foncière pour être plus sobre. Oui, il faut chercher dans tous nos projets à être plus économe en mètres carrés constructibles. Il faut tantôt monter en hauteur, tantôt rénover, tantôt mutualiser et sûrement un peu de tout cela en même temps. Mais il ne faut rien éluder et la délibération en fait mention. Et vous en avez fait mention précédemment. La densité n'est pas très appréciée de nos concitoyens et elle est parfois compliquée à assumer pour les maires et leurs équipes municipales. On le sait tous. C'est pourquoi il ne faut pas être dans la caricature et penser que du jour au lendemain, nous devrons faire disparaître nos zones pavillonnaires et les remplacer par des immeubles uniformes de 8 étages. C'est un exemple. Alors comment faire? Il nous faut travailler, comme je l'ai dit, la modification numéro 3 du PLU et son zonage, ville par ville, village par village, quartier par quartier au sein des 49 communes afin de trouver des solutions nous permettant de tendre vers l'objectif que nous fixent les conventionnels. Et pour que cela fonctionne, il sera nécessaire de privilégier encore plus qu'aujourd'hui le renouvellement urbain et donc de soigner les formes urbaines, de bien intégrer les nouveaux bâtis dans le tissu urbain existant, de tenir compte des centralités des axes de transport, là où il y en a, où il n'y en a pas. Et comme, pour reprendre aussi un peu Madame Spini, il faut en même temps impérativement prendre en compte le besoin de nature en ville des citadins et lutter contre les îlots de chaleur induits par l'urbanisation et le bétonnage des sols. Donc oui, pour que la densification soit acceptable, il faut pouvoir en parler et surtout sauvegarder des espaces de nature en ville, en recréer là où c'est possible. D'autre part, il est nécessaire de reconnaître que les zones pavillonnaires ont une valeur dans beaucoup d'endroits urbanisés et ne pas hésiter à les préserver là où elles rendent des services, en termes de mixité urbaine ou en tant que poumon vert et lieu de biodiversité. Enfin, il faut accélérer notre plan canopé, car c'est aussi lui qui permettra la désartificialisation de nos sols. Cela contribuera en effet à limiter les îlots de chaleur. Un mot encore sur les zones d'activité économique et commerciale. L'annexe 2 de la délibération fait référence à l'insuffisance du stock des friches industrielles et aux difficultés d'accueil des nouvelles activités économiques qui en découleront, impliquant alors la consommation de terrains nus. Si nous comprenons cette crainte, il me semble que cet élément économique constitue la vraie marge de progression sur la question de la densification. Je vous rappelle que le coefficient d'emprise au sol d'un bâti commercial ou productif ou industriel est extrêmement réduit et qu'il est de l'ordre de 10 à 30%, grosso modo, d'un tellement économique, de son propre tellement. Le reste est constitué de parkings, de voiries, de délaissés, aussi un peu d'espace vert. Voilà un levier sérieux qu'il nous faut intégrer dès à présent dans notre PLUI.
Enfin, une dernière piste juridique à explorer sur le foncier économique viserait à conserver la maîtrise de certains terrains économiques en requestionnant la dissociation du foncier et du bâti, notamment au moyen des outils que vous connaissez toutes et tous longtemps et qui ont longtemps joué un rôle, à savoir les baux amphithéotiques ou à construction. Voilà, Monsieur le Président, voilà, chers collègues et chers conventionnels, les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance sur ce sujet aussi complexe qu'urgent. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, monsieur le conseiller métropolitain. Je rappelle un point juste de méthode, puisque votre intervention a duré 15 minutes. Si vous pouviez tous collectivement aller à la synthèse dans les interventions, puisqu'on s'était donné cette règle collective. Merci en tout cas de nous faire découvrir finalement des figures historiques, monsieur Guyot. Moi, je n'avais en tête un Guyot que la crème de cassis bien connue, que nous avons tous pu goûter ici et là, mais je ne sais pas si c'est l'heure de l'apéro qui me fait tout simplement penser à ça. Bertrand Spindler. Alors, je serai sans doute plus court. Donc, d'abord dire qu'en lien avec le thème 8, donc sensibilisation, il y a la nécessité d'être clair dans ce qu'on dit pour être compris. Dans ce thème de l'habitat, de l'aménagement et de l'urbanisme, on parle d'artificialisation, de végétalisation, d'imperméabilisation. Il ne faut pas tout confondre. La loi climat et résilience de 2021 a introduit cette nouvelle expression zéro artificialisation nette, ZAN, dont on a déjà beaucoup parlé. Artificialisation devrait donc être réservée à ce ZAN. C'est le sujet des zones agricoles ou naturelles qu'il ne faut plus artificialiser. Mais en zone urbaine, un jardin, un parc public est artificiel au sens du ZAN. Il est végétalisé mais artificiel. Un terrain peut être perméable mais artificiel. Il faut que la métropole soit précise et pédagogue dans ses réponses, avec aussi des nuances à donner entre zones urbaines denses et zones peu denses. Artificielle, végétale, perméable, il y a des nuances et il faut être précis. Une des difficultés auxquelles les maires sont confrontés, c'est celui de la densification, ça a été dit. L'acceptabilité de la densification reste difficile. La ville écologique est une ville dense, nous le réaffirmons. Il faut construire du logement, il faut construire du logement social, nous le réaffirmons. Les contraintes environnementales, nous les acceptons. La qualité des espaces publics, nous y travaillons avec ce sujet de la fraîcheur en ville. Mais le modèle économique, nous peinons à le trouver. La haute qualité environnementale, c'est plus cher et il faut trouver des aides conséquentes pour y arriver. Et enfin, on entend souvent parler ce sujet de bétonisation. Par contre, quand on construit en bois, comme on le fait par exemple sur le site du cadran solaire à la Tronche, on ne bétonise pas, on boise ou on reboise. Une remarque pour finir sur une action précise, donc c'est l'action 2.9.2, marche à l'ombre. Marcher à l'ombre, c'est ce qu'on fait d'instinct quand il fait très chaud. Les rues anciennes étaient très étroites et on y était donc protégé. Cette action de la Convention nous donne l'idée de parcourir la ville en période de canicule pour repérer les zones où il faudrait ajouter de l'ombre. Le paradoxe est que les communes écrivent aux riverains pour élaguer la végétation qui déborde et gêne les passants. Nous serons donc plus attentifs et plus nuancés dans ces injonctions aux riverains qui laissent la végétation déborder. Merci. La parole est à Pierre Béjagie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour.